Bonjour à tous, bienvenue sur Only Giant Podcast numéro 173. Moi, c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, mon petit Thiergo, depuis tout ce temps? Et oui, depuis très longtemps, ça va super bien. On s'était pas parlé depuis début juin, donc ça fait un peu plus de 2 mois. Il y a une Coupe du Monde qui est passée par là, qui nous a tous occupés. Et puis, la dernière fois, quand tu as fait un épisode, je n'étais malheureusement pas disponible. Tu m'as laissé tomber comme une vieille chaussette. Alors tu m'as laissé tomber, on était en train de s'envoyer des textos et moi j'essaie de trouver une solution et toi tu dis bon bah je fais l'épisode tout seul. Ok, d'accord. le truc c'est que j'avais 1 heure pour boucler, il fallait que je boucle et que j'enregistre le podcast en 1 heure. Et là tu me dis ah attends machin, je suis peut-être pas du tout machin. Je dis vas-y tant pis, allez on y va. Ah oui, non, en plus c'était à cause du boulot. C'est vrai qu'à la base je devais être là, mais c'était un moment un peu charrette au boulot. Donc puis là on finit les vacances donc on a fait au mieux qu'on pouvait. Alors moi j'ai eu des connexions dégueulasses pendant toutes mes vacances, j'ai quasiment plus rien posté, c'était l'enfer, donc c'était dur de partager un maximum d'informations, mais on a fait au mieux. Et puis voilà, donc il y a eu un podcast que j'ai fait solo, il y a eu quelques petites vidéos pour parler du training camp, et voilà, on va pouvoir reprendre un rythme un peu plus régulier, même si là Thiergo, toi tu pars en voyage, tu vas venir en France, on va pouvoir te voir et faire... on a dit qu'on allait en parler, mais sur le premier match, on devrait essayer de se retrouver pour boire un coup. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir nous rejoindre pour boire un coup, ce sera avec plaisir. Et donc, on va jusqu'à ce que la saison reprenne vraiment, on va être quand même sur le podcast. On va devoir bricoler, mais on va y arriver sans problème. En parlant de bricolage, le podcast est un très grand bricolage et il nous coûte de l'argent et on a besoin de vous pour supporter tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram, sur le Twitter, sur le YouTube. Comment on fait, Thiergo, quand on a envie, quand on est fan des Giants ou de la NFL en général, qu'on a envie de supporter des gentils petits... comment on appelle ça? Comment on peut nous appeler? Podcasteurs, créateurs de contenu, sache-le que nous sommes des créateurs, j'ai envie de dire. Je sais pas qui on influence, mais en tout cas, on crée du contenu, ça y a pas de doute. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon CV, Gauthier, avocat / créateur de contenu. Non, je n'ai pas vraiment fait ça. J'ai envie de voir ce CV maintenant. Déjà la première chose que vous pouvez faire, c'est vous abonner et liker les vidéos, les tweets, etc. Ça nous donne de la visibilité et c'est un énorme premier pas. Le podcast ne tiendrait pas depuis aussi longtemps, il ne s'améliorerait pas sans votre soutien. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez sur patreon.com/onlyagiantpodcast. Only a Giant Podcast, excusez-moi, je me suis un peu planté. Et là, vous avez différents abonnements, 3€, 10€, et encore une fois, moi j'ai les... voilà, merci. 3, 10, 30 et 100. Voilà, donc l'abonnement, Lauren Stein, Abdul Carter, Plaxico Overes et Eli Manning, qu'on a eu quelques fois. Et donc vous pouvez faire ça sur plusieurs mois ou en one shot, comme vous le voulez. Et comme d'habitude, on en profite pour remercier nos... contributeurs actuels et passés, et puis on a hâte de voir les prochains contributeurs. Et si on a comment on appelle ça, un business angel, c'est quelqu'un, un fan des Giants qui écoute le podcast et qui est un mécène, monsieur. Qui a envie de nous mettre à l'abri pour 10 ans, on peut ouvrir un panier supplémentaire, on peut en discuter. Un certain Bernard A peut-être nous fera une petite donation. À défaut de donner de l'argent pour sauver les forêts françaises, il pourrait donner de l'argent pour sauver le podcast. Attends, il s'occupe d'autres trucs qui brûlent, mais apparemment les forêts, c'est peut-être pas son truc. Non, par contre, les églises qui brûlent, ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus important. Bref, on n'est pas dans un podcast politique. Caro, qu'est-ce que c'est que ça? Calme-toi un peu. Parlons des Giants, parlons peu, parlons bien. Les Giants, donc, qui étaient? J'en avais parlé, je vous avais même, sur le dernier podcast, j'ai même sorti Google Maps, j'ai montré où était le Greenbrier Hotel et tout ça, là où ils sont allés en West Virginia. Vu que j'étais tout seul, j'en ai profité pour faire un truc plus visuel, où j'ai partagé plein de visuels, plein de trucs. Donc oui, parce que d'habitude, en fait, mon beau visage suffit à amuser la galerie. C'est pas amuser la galerie, c'est surtout que ça retient la jante féminine, et ça, c'est vraiment important. Ah, merci. Non, voilà, juste, on va commencer à parler donc de on va aussi parler du match qui a eu lieu avec les Vikings, donc défaite 10-13, et puis on va rebondir un peu dessus parce qu'il y a effectivement des choses qui sont directement liées à ce qui s'est passé, finalement, ce qu'on a vu, en tout cas en pré-saison, au training camp, a été plus ou moins traduit directement dans ce match-là, donc ça va être intéressant. Mais de manière générale, ce qu'on a pu voir donc, pendant ces entraînements, déjà j'ai retenu en écoutant un petit peu ce qui s'est dit à droite à gauche,
Eh bien, en fait, le fait qu'il soit délocalisé, a priori, ça a quand même plu pas mal à l'organisation et notamment aussi à John Harbaugh, que les Giants, les joueurs ne pouvaient pas rentrer chez eux le soir. Et puis, ils disaient, de toute façon, en West Virginia, là où on est, c'est beau, il y a des montagnes, mais globalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que ils peuvent pas sortir comme ils le font quand ils sont dans le New Jersey ou à New York. Et ça a plu. Et il y en a qui disent même que c'est possible qu'ils reviennent l'an prochain. En tout cas, ils n'ont pas fermé la porte. Parce qu'avoir ce côté vraiment de se désocialiser, entre guillemets, être vraiment à un endroit spécifique, ça a été plutôt bénéfique. Je ne sais pas si tu as entendu des choses là-dessus, mais moi j'étais content d'avoir fait ça là-bas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, jusqu'en 2011, les Giants allaient faire leur training camp à Albany, dans l'État de New York. Albany. J'ai fait solo, c'est exactement ce que j'ai raconté. Ça. Mais j'avais pas 2011, il me manquait 2011. Et tu vois, et pour l'historique, t'es bienvenu. Alors, je te rassure, Google vient de me le rappeler. Mais par contre, quand tu... je me demande, je sais qu'au début, quand ils ont commencé à faire les training camps, en tout cas avec certains coachs, quand ils ont commencé à faire les training camps juste à côté du MetLife Stadium, ils réservaient un hôtel pour les joueurs. Donc les joueurs venaient en training camp et en fait ils restaient à l'hôtel et ils ne rentraient pas chez eux tous les soirs. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Il me semblait que c'était un peu l'idée parce que justement l'idée du training camp c'est que tu vas passer 2 semaines où du matin au soir c'est football. En effet il y a eu de très bons échos c'est quand même pas mal de sortir un peu du cadre habituel, d'être qu'entre nous, joueurs et coaching staff, ça crée des liens, surtout que là c'était nouveau coaching staff et aussi pas mal de nouveaux joueurs. Alors, j'ai aussi beaucoup entendu dire de la part de certains beatwriters que là où ils étaient, il n'y avait absolument rien à faire. Ils étaient au milieu de nulle part. Donc c'est pas comme si, tu sais, parce qu'ils ont quelques jours de repos, c'est pas comme s'ils pouvaient aller au bled d'à côté pour se faire un petit resto sympa. C'était vraiment le milieu de nulle part. Il faisait aussi très très chaud. On est tous ensemble au cinéma. Donc imagine, toi, tu vas là-bas, t'habites West Virginia, tu vas au truc et tu te dis je vais faire un petit ciné, puis tu tombes dans la salle avec tous les Giants, tu dois péter un câble. Ouais, surtout si t'es assis derrière. Rigoler. T'es assis derrière Andrew Thomas, ça, tu dis putain, mais l'Odyssée, je vois que dalle là. Donc c'est à voir s'ils le font encore l'année prochaine. Peut-être qu'ils le feront. Bien. Moi, je trouve que c'est quand même dans l'idée, c'est quand même vachement bien de faire ça. Je pense pour lancer une saison, vraiment se mettre en mode football à fond. Je trouve que c'est très bien. Et en plus, on a pu en apprendre un peu plus sur ce style de coaching et là où c'était plus ou moins critiqué quand même l'année dernière et les dernières saisons sur Daboll, où c'était des entraînements qui étaient un peu light, les joueurs étaient c'est à la fois tu penses que t'es content, mais à la fois tu te rends compte que c'est pas la meilleure manière de gagner et là ils ont eu pour le coup un peu tout l'inverse, où il y a eu beaucoup d'entraînements physiques, des entraînements qui ont duré jusqu'à 2h30. Qu'est-ce que tu as entendu sur ça là, pareil, parce que le fait aussi que justement ces entraînements soient décalés en Virginie, en fait on a eu moins d'infos, puisque en fait à part les insiders finalement, il y a quelques fans qui ont pu aller mais ils pouvaient pas filmer et tout. Il y a eu quand même quelques milliers de fans à certains moments, mais voilà, ça a été assez physique comme training. Ça, c'est un des points que j'ai noté. Pendant l'ère Daboll, j'avais l'impression que le community manager des Giants, il avait masse de contenu à balancer. Et tandis que là, en fait, on a vu très très peu de contenu de la part des Giants. Et les beatwriters ont confirmé qu'il y avait des règles extrêmement strictes. Ils n'avaient pas le droit de faire de live tweet, ils n'avaient pas le droit de filmer. Les fans étaient interdits de filmer. Ouais. Donc en fait, Harbaugh a mis en place un régime beaucoup plus restrictif sur qu'est-ce qui peut sortir de ces entraînements. Donc on a vu moins de choses. On est tellement habitué aujourd'hui à voir énormément de contenu sur tout. D'ailleurs parfois en fait je me dis, tu sais, les Giants Live, je me disais que quand ils font intervenir des coordinateurs, où je crois que c'était Denard Wilson qui dit qui travaille que travailler sur les fondations c'est améliorer les fondamentaux, et là tu dis fondamentaux c'est un peu redondant, mais bref en fait on est tellement biberonné de contenu tout le temps que tu es obligé de mettre les coachs dans des positions qui sont pas naturelles pour eux, où ils doivent faire en fait un peu de PR, et enlever tout ça, réduire, je pense que c'est pas mal, parce que ça permet aux coachs de se concentrer, aux coachs et aux joueurs de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Et aussi une autre chose que les beatwriters ont dit, c'est
Ils ont dit, sous l'ère d'Abol et les coachs précédents aussi, souvent, il y avait de la musique aux entraînements. Et il dit, là, pas de musique. Et il dit, en fait, c'est la première fois que depuis 5-6 ans qu'on peut entendre les coachs gueuler sur les joueurs, donner des instructions. Ça veut pas dire qu'ils le faisaient pas les années précédentes, mais c'est qu'en fait, les années précédentes, il y avait de la musique qui couvrait tout ce bruit-là. Alors peut-être que la musique, c'était aussi pour masquer ce qui se disait, mais je suis pas sûr que ce soit très efficace. Non, je pense que c'était plutôt une question d'ambiance, où on sait que Dabol était quasi pote avec les joueurs, et ça, je pense que ça peut être bien, mais je pense que ça l'a desservi sur la fin, puisque quand il y avait des problèmes à résoudre, c'est toujours un peu ça de toute façon, et c'est pareil dans le monde professionnel. Quand tu dois manager des gens ou diriger des gens, c'est très bien d'être pote avec eux, et quand tout va bien, ça ne pose aucun problème, mais quand malheureusement, quand quelque chose va mal, c'est plus difficile de prendre les devants, et on sait qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas été tenus, ils n'ont pas eu de conséquences sur des actions qu'ils ont faites, alors que chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Et c'est d'ailleurs, je crois que c'est Darius Slayton qui en interview l'a dit, il dit alors je sais plus quelle est l'expression en anglais exacte qui s'utilise, mais en gros, on est tenu responsable quand on fait quelque chose, et on doit agir correctement, et on peut pas faire ce qu'on veut, et notamment on pense évidemment à des gars comme Deontay Banks qui l'an dernier avait pu faire des choses qui étaient on aura quelques trucs à dire sur Deontay Banks. On va en parler un peu de Deontay Banks. Globalement, ce qu'on a beaucoup entendu aussi, on va parler après un peu plus en détail, mais c'est que l'attaque a un peu galéré, on va commencer par ça, alors que la défense a été un peu plus à l'aise. Je ne suis pas sûr que c'est comme ça que ça va se traduire dans la saison régulière, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pendant ce training camp. Et j'ai envie de commencer par Jackson Dart, parce que c'est quand même la pièce maîtresse. Jackson Dart, donc, qui... de ce qu'on a pu là aussi entendre, et vous vous doutez bien de toute façon qu'on n'était pas là-bas, donc tout ce qu'on va vous dire, c'est les choses qu'on a écoutées, qu'on a reçues des réseaux sociaux et des différents podcasts. En gros, le système qui avait été mis en place l'an dernier était un système friendly pour lui, puisque Dabol avait plus ou moins essayé de retranscrire ce qu'il faisait à Ole Miss et avait bien sûr mis au goût du jour pour la NFL, mais il avait essayé d'être plutôt dans la continuité de ce qu'il savait faire. Là, ils ne sont pas vraiment dans cette optique-là. Bien sûr, ils vont s'appuyer sur ses forces, évidemment, mais ils essayent quand même de voir un peu plus long terme. Ils essayent de revoir certains fondamentaux sur Jackson Dart. Notamment, il va prendre plus de snaps au cul du centre, alors qu'il était quasiment en shotgun tout le temps. D'ailleurs, tiens, j'ai entendu une stat. Alors, j'ai plus la stat exacte, mais est-ce que tu sais, pendant toute sa carrière universitaire, combien de snaps il a pris qui n'étaient pas en shotgun, donc au cul du centre directement? Allez, je vais dire moi. 1500 snaps en NCA. Et j'ai le chiffre approximatif, mais vas-y, essaye. Je vais dire un pourcentage, je vais dire moins de 10%. Ouais, donc ça fait 150. Je crois qu'il a pris un truc comme 40 snaps directement. Voilà, donc tout le reste c'était en shotgun. C'était en shotgun, et puis il y avait le fameux clap. Donc ça, il a réussi à s'y faire, parce qu'en NFL, tu peux pas. Ouais. Mais ça montre bien que Dart est quelqu'un qui est capable de s'adapter, parce que, comme tu l'as dit, ça a été un des gros changements sur ce training camp, enfin sur toute cette intersaison pour Dart, où il doit faire beaucoup plus de snaps traditionnels juste derrière le centre, des drop-backs, etc. D'ailleurs, j'ai entendu une stat, on parlera du match de pré-saison plus tard, mais que 37% des snaps étaient en heavy personnel, hein, donc ça veut dire beaucoup de tight end, et qu'en fait 50% des snaps de Dart était au cul du centre, comme tu dis, à défaut d'une meilleure expression. Donc il y a eu des difficultés pour Jackson Dart sur ce training camp, mais c'est tout simplement parce qu'en fait il apprend un nouveau système et une nouvelle manière, et qu'il a aussi face à lui une défense qui tentait beaucoup de choses, et comme j'avais dit en tweet, c'est beaucoup plus facile pour une défense de disrupter une attaque qui a du mal à se synchroniser que pour une attaque de se synchroniser tout. Donc globalement, les gens disaient oui, Jackson Dart il est en train de galérer, mais et l'attaque de manière globale galère, mais en fait ce n'est que le début du training camp. Il faudra s'inquiéter si à la fin du training camp, d'ici quelques semaines, on voit toujours les mêmes problèmes. Ouais, si au bout d'un ou deux matchs, effectivement, ça continue comme ça. Alors il y a des drop-backs qui sont différents quand on doit faire des drop-backs de 3 pas, 5 pas, 7 pas, tout ça, c'est des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, des timings dont il n'a pas l'habitude, des remises. D'ailleurs, on l'a vu hier, il y a eu une ou deux remises qui ont été très limites à un moment donné, il se retourne et il a dû
comme ça, et ça c'est vraiment galère, et t'as le réflexe d'aller plonger limite pour aller donner la balle au running back, parce que le running back, parfois il fait pas exactement en plus ce que tu as envie qu'il fasse, mais le running back, lui, il voit les joueurs qui arrivent, alors il va se décaler un peu, et toi, quand tu essaies de lui remettre, c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est des mécaniques qu'il va devoir, parce que finalement, faire une remise à son running back, c'est pas si simple que ça, en fait. On a l'impression que c'est tout basique, ça se passe toujours bien, mais il y a de l'entraînement derrière pour le faire correctement, dans le bon timing, etc. Il se passe beaucoup de choses. Donc ça, c'est rien que faire ce genre de choses-là, ça prend du temps à se mettre en place, et il repart un petit peu de zéro, Jackson Dart, et ça, c'est pas simple, et c'est normal qu'il galère un petit peu, notamment pendant les entraînements, et Matt Nagy l'a dit, il y a des moments, il le force un peu à faire des choses, et il lui dit, voilà, t'as pas le droit de courir, fais comme ci, fais comme ça. Donc voilà, tout est pas simple, et les stats pendant le training camp n'ont pas été incroyables. Et j'allais dire, si vous regardez Hard Knocks, enfin moi ça fait longtemps que je regarde plus Hard Knocks, mais Hard Knocks, c'est la même histoire à chaque équipe, chaque training camp. Les snaps qui sont loupés, surtout avec des jeunes QB, et puis la remise du ballon entre le quarterback et les running backs, c'est toujours des moments très difficiles, parce que comme tu l'as dit, il faut être synchronisé. Tu essaies d'avoir 11 gars qui font tous la même chose et qui doivent être sur la même longueur d'onde. Alors bien entendu, un receveur qui loupe son tracé, ça va pas forcément impacter le snap, mais c'est une grosse machine qui doit marcher dans le même sens, et ouais, c'est beaucoup plus difficile que ce que ça en a l'air quand on regarde à la télévision. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc il y a des grosses adaptations à faire pour Jackson Dart, et on espère qu'il va réussir à mettre tout ça en place. Les points forts, évidemment, ils vont continuer à jouer sur lui, et hier on l'a vu prendre des snaps un peu dans différentes positions. Il a été en shotgun à certains moments aussi, donc ça on sait qu'il sait le faire très bien sans aucun problème. Et hier il a eu un match un peu compliqué où il a pas lancé beaucoup de ballons, il a fait que 3 drives, dont un où il est sorti parce qu'il s'est fait découper par un gars, parce que c'est Singletary ou c'est... Non, Tyron Tracy qui a complètement loupé son bloc. Il bloque pas le gars à l'extérieur, il se fait découper, et du coup il va dans la tente pendant deux jeux. Ça a suffi pour que les Giants soient dans la red zone, et il fait une super passe sur Malachi Field où vraiment Jackson Dart, ça c'est vraiment son point fort. Dès qu'il sort de la poche, la précision qu'il a, moi j'hallucine. Quand je l'ai vu sortir de la poche, je dis ça pue là, il va rien pouvoir faire. Et surtout en allant du côté gauche. Ouais. Sur la gauche, rouler sur la gauche pour un quarterback droitier, c'est encore plus galère. Et il fait une passe qui est millimétrée exactement où il faut, au-dessus du linebacker pour Malachi Fields. Franchement, c'est vraiment encourageant, cette capacité d'improvisation. Mais on sait qu'ils n'ont pas envie de compter que sur ça, le coaching staff des Giants. Donc voilà, il va falloir s'adapter. Ouais. Deux autres choses aussi que j'ai retenues sur Dart, sur ce training camp. La première, on l'a vu pendant le match de pré-saison, c'est qu'on a beaucoup entendu dire que la cible préférée de Jackson Dart est Isaiah Likely. On l'a vu, et deux third down qui ont été convertis, donc ça c'est super. Il y a une connexion qui se crée, il y a aussi beaucoup de receveurs, et d'ailleurs tous nos receveurs sont en bonne santé pour le moment, donc ça va être un peu un casse-tête pour l'équipe de savoir qui ils vont garder, qui ils vont couper. La deuxième chose, c'est justement quand on parlait des difficultés de Dart, je crois que c'était Dan Nuggan, non peut-être Connor Hughes, qui disait que en début de training camp, Dart exprimait énormément sa frustration. Que, en fait, parce qu'il y avait beaucoup de fautes en pré-snap, des mauvais alignements, un manque de synchronisation. Et voilà, et en fait, c'est parce que lui, en fait, a dû apprendre tout le playbook d'Arbo et a l'air de plutôt bien le maîtriser, mais en fait, il était frustré que, pas tellement que son équipe ne soit pas au même niveau que lui, mais que ça mette autant de temps à se mettre en place parce que ça demande du travail. Et en fait, moi, en lisant ça, ça m'a fait sourire parce que je me dis, c'est vraiment l'anti-Eli Manning. On a eu 16 ans d'Eli Manning, où Eli Manning, il y a un truc qui se passe mal, il ira jamais s'énerver contre un receveur, il ira lui expliquer. On se rappelle tous de cette histoire de David Tyree qui, avant le Super Bowl, loupait toutes les passes à l'entraînement, et en fait Eli Manning a été le rassurer. Donc c'est un style différent, personne n'en veut à Dart d'être frustré, mais ça montre bien en fait que pour moi c'est quelqu'un qui a envie de bien faire et qui travaille dur pour arriver à un niveau qui soit satisfaisant pour le début de saison régulière, mais il faut pas s'attendre à ce que tout soit parfait dès la première semaine. Non, c'est clair. John Harbaugh, il est là pour mettre en place quelque chose sur du long terme aussi. Donc, même si évidemment on a envie d'avoir un bilan mieux et on n'a pas envie de faire 2 ou 3 victoires cette année, on aimerait bien faire un peu plus.
Voilà, ça va pas être simple et ça va prendre du temps à se mettre en place. Et on espère que ça va cliquer quand même assez rapidement. Tu parlais d'Isaiah Likely. Il y a vraiment beaucoup de discussions sur les tight ends, les wide receivers, qui va être conservé, surtout au niveau des wide receivers. Alors on sait que Malik Nabers a été un peu plus rapidement en fait apte à faire les premiers pas sur le terrain. Il fait des cuts. Le cut, on sait que c'est vraiment le truc qui est difficile. À faire un cut bien appuyé où tu vas vraiment planter ton pied dans le sol et t'appuyer sur ton genou qui vient d'être opéré, c'est le truc qui peut faire un peu peur quand tu reviens d'une blessure comme ça. Mais ça a l'air de très bien se passer. Il a le maillot rouge actuellement d'entraînement, c'est-à-dire le maillot sans contact. Il n'a pas le droit de se faire, même pas plaquer, mais au moins frapper par des mecs. Mais il a l'air quand même d'être un peu en avance et certains pensent qu'il pourrait être là dès le début de la saison régulière, même si s'il est là, a priori, il ne sera pas à 100%, il pourrait être là pour quelques actions et il devrait monter en charge petit à petit. En tout cas, lui, il n'y a pas trop de doute, il sera dans l'équipe et il sera évidemment notre receveur numéro 1. Mais derrière, qui est le receveur numéro 2 ? Bah là, c'est beaucoup plus difficile de savoir. Darnell Mooney, on ne sait pas. Darius Slayton, a priori, Darius Slayton aurait l'avantage pour l'instant, mais Malachi Fields s'est montré aussi de nombreuses fois sur des catchs en profondeur. Et on l'a vu, Malachi Fields, hier, avec une superbe réception, et pas que ça d'ailleurs, il fait une très belle réception, donc où il catch au-dessus du wide receiver, et évidemment tout le monde compare ça à Plaxico Burress, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu un wide receiver avec cette taille-là, donc il fait 6'6", je sais pas combien ça fait, 2 mètres et quelques. 4. 6 pieds 4. Mais 4 mètres. Non, il fait pas 4 mètres, mais en fait c'est 6'4". Ah, c'est 6'4", d'accord, ok, je pensais que c'était 6'6". 6'6", ça doit être Maui Noah alors du coup, qui est un gigantesque au line. J'essaie de te voir combien ça fait en mètres. Il est grand, il fait 2 mètres ou un peu plus en gros. C'est ça que là, Google me dit que 6.4 ça fait 1,95. Ouais, bon, il approche des 2 mètres et en plus il a l'air, c'est pas un longiligne, il a l'air quand même assez. Là je regarde la photo derrière toi, quand on voit ses bras, ça a l'air quand même. Il est costaud. Je pense qu'en fait c'est un peu une version plus légère d'Isaiah Likely quoi. Ouais, peut-être. C'est vrai qu'Isaiah Likely il est grand aussi. En tout cas, c'est ce qu'il a montré hier, Malachi Fields, mec. Moi, j'ai été impressionné sur les petits catchs, pas forcément faciles sur des slants et tout. Pour l'instant, il a les mains super sûres et il a l'air de connaître le playbook. Enfin, ce qu'on a vu hier de Malachi Fields, moi, mec, ça m'a enchanté. Et même ce qu'on a entendu pendant le training camp, parce que ce qu'on a vu hier est vachement positif, mais aussi pendant le training camp, parce que ce que beaucoup de gens disaient sur Fields, c'est que oui, il est grand, il fait des contested catch, mais il ne sait pas se séparer. Et ça, c'est quelque chose qui, dans la transition d'un receveur de NCAA à la NFL, c'est ta capacité à te séparer des DB. Parce que si t'es grand, mais que tu as toujours quelqu'un sur toi, bon voilà. Et en fait, il s'est plutôt bien débrouillé. C'est pas le gars qui est forcément le plus rapide, mais il a l'air d'avoir un route running qui lui permet justement de trouver suffisamment de séparation, en tout cas de se démarquer suffisamment pour attirer l'attention du quarterback. Et ce qu'on a vu sur le terrain contre les Vikings est très positif. Alors j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui t'avait répondu sur Twitter en disant ouais, mais en même temps le receveur qui le défend, le linebacker qui le défend. C'est un linebacker. Ouais, le linebacker qui le défend est particulièrement mauvais en couverture. Oui, bon, après, le jeu de la NFL, c'est aussi ça, hein, quand il y a des gars qui couvrent Jalen Hyatt et qui disent « Ouais, ce DB, il est super bon ». Oui, mais en même temps, Jalen Hyatt, c'est un plot qui ne peut pas attraper des ballons. Donc, ça fait aussi partie du jeu. Mais, et là, quand même, on voit quand même sur l'image, il a le défenseur a le bras sur le bras la main sur le bras de Fields. Hein, donc, c'est quand même costaud. Et la balle, mec, elle est tellement bien placée. Elle est super bien placée. Alors que Dart, on le voit sur ton image, il est au fond, là, il est 25 yards derrière. En train de rouler sur la gauche, il envoie une passe, mec, mais elle est incroyable. Ouais, il est juste là. Mais non, c'est une superbe passe parce que c'est une passe en plus. Soit elle est attrapée, soit elle est incomplète. Il n'y a aucun risque qu'elle soit interceptée et c'est justement ce dont tu as besoin. Alors, est-ce que ça veut dire que Fields a réellement des chances d'être receveur numéro 2 ? Je sais pas. Slayton est mieux placé. Mooney, j'ai l'impression qu'il a un camp un peu décevant. C'est pas forcément qu'il fait des gaffes, mais il a pas l'air de s'imposer comme receveur numéro 2. Et j'ai même lu qu'en fait il serait en compétition avec les receveurs pour le poste de numéro 3. Je pense que 2 c'est Fields, Slayton ou Mooney. C'est un de ces 3 joueurs-là. Smith-Schuster, il a disparu. Calvin Austin, je suis quasi sûr qu'il va faire le roster, mais il sera plutôt en slot.
Et Odell Beckham, il va venir complémenter ça. Donc moi, je pense qu'on a quand même nos 6 wide receivers, ils sont là. Maintenant, savoir exactement qui va faire quoi, c'est plus difficile. Mais Malak Highfield, j'ai l'impression que s'il continue son développement comme ça, il est rookie. Et ce qu'on a vu sur un tout premier match de pré-saison, c'est quand même déjà très très bien. S'il continue son développement, il peut prétendre à ce poste de wide receiver 2. Mais après, à la limite, on s'en fout de savoir qui est le 2, qui est le 3. Comme tu l'as dit, il y a aussi beaucoup de jeux qui va se faire en heavy personnel, donc avec beaucoup de tight ends et avec, tu peux avoir 2, voire 3 tight ends sur le terrain qui vont être alignés, un running back, un fullback, parfois peut-être 2 running back. On a des formations aussi, on a 2 running back, un fullback. Donc il peut y avoir un peu de tout. Et d'ailleurs, c'est le point qu'on peut aborder peut-être juste après, c'est que le jeu de course va être extrêmement important, notamment par ce coordinateur qui vient des Ravens, qui est spécialisé sur la course. Et on a vu quelques bribes de choses hier qui étaient intéressantes, mais je pense que notre jeu principal va passer par le jeu de course. Et juste avant qu'on parle du jeu de course, parce que tu as mentionné Calvin Austin, ouais. Est-ce que tu as vu Calvin Austin sur le terrain? Je me rendais pas compte à quel point il était petit. Alors, il fait 1m75, hein, c'est pas petit selon les normes standards, mais tu mets un Calvin Austin à côté d'un Malak Highfield, c'est un abo, quoi. C'est incroyable. Mais par contre, Robinson était encore plus petit que ça, je crois. Ouais, c'est vrai que Robinson était très court. Mais en tout cas, pour switcher sur le jeu de course, écoute, je pense que ce qui est clair, c'est que Cam Skattebo est bien le running back numéro 1. Oui. Je m'attendais en fait à ce que le coaching staff le limite un peu parce qu'il revenait de blessure, qu'il donne plus de répétitions à Tyrone Tracy. Mais le training camp a montré que c'était clairement lui le numéro 1 et le match a montré qu'il avait ce qu'il fallait pour être le numéro 1 parce il a l'air au top, il a l'air en forme. Je ne sais plus combien de courses il a fait, mais il a fait 4,5 yards par course, ce qui est génial. Alors qu'en fait, c'est un Tyrone Tracy qui, ça arrive de faire des erreurs et sa protection pass tu pourrais dire, c'est une grosse gaffe, mais c'est peut-être la seule erreur qu'il a fait. Mais en fait, non, c'est pas la seule erreur qu'il a fait, c'était le néant niveau course. Il a rien fait de transcendant. Okay. Tandis que un Devin Singletary, pour moi, est plus polyvalent. Il n'est pas forcément plus talentueux qu'un Tracy ou un Skattebo. Mais il est moins rapide. Moi, je préfère Tracy. Oui, mais il est moins rapide. T'as vu la screen pass de 40 yards qu'il fait, c'est rapide, il marquait. T'as vu comme il a galéré à la fin, il n'en pouvait plus. On aurait dit un cheval boiteux qui est en train d'essayer de... mais c'est clairement, c'est ton running back 3. Tu t'en sers sur quelques actions. Je pense que Tracy, lui, il faut juste qu'il se reprenne un peu et qu'il travaille son blocking. Parce que là, la grosse gaffe qu'il nous a fait, ça peut niquer des drives, ce genre d'action, je suis d'accord. Maintenant, Tracy, rappelle-toi, l'an dernier, c'est lui qui a été... qui a joué quasiment toute la saison après la blessure de Skattebo. Il a fait quand même une bonne saison, ça s'est quand même passé de manière très correcte. Donc, il devait commencer en numéro 1 et Skattebo a pris... parce qu'en fait, il était blessé en début d'année, Skattebo, c'est ça? Non, Tracy n'a pas commencé l'année, il était blessé, c'est ce qui a permis à Skattebo de... Peut-être, mais Skattebo, clairement, en tout cas, est au-dessus en termes de running back. Puis il a montré, il va toujours au contact, il va vite quand même, Skattebo, c'est quand même impressionnant. Donc, en tout cas, il y a des choses qui vont être intéressantes. Et puis, on a Patrick Ricard maintenant en fullback. Ça apporte une nouvelle dimension encore à ce jeu de course et une puissance et une violence. Globalement, c'est quand même ce qui ressort, c'est que l'ensemble, si on parle de l'ensemble du roster, on a envie d'amener une violence supplémentaire à ce qu'on sait faire, à la fois en attaque, à la fois en défense. On pense à Maui Noah, on pense à Patrick Ricard, on pense à Harvell Reese, on pense, on a beaucoup de joueurs qui sont capables de ça, et les observateurs disaient quand même qu'ils entendaient au son des collisions et de l'intensité que c'était quand même supérieur cette année à ce qu'on a vu les années précédentes. Donc le physique a évidemment une part très importante dans le foot US, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce jeu de course? Peut-être la O-line, peut-être. Ouais, je pense. Bon, on n'avait pas la ligne offensive titulaire, puisque. Non, à part Andrew Thomas, tout le monde était là, par contre. Ouais, alors c'est bizarre parce qu'ils ont annoncé Andrew Thomas comme titulaire et puis je le vois pas. Et en fait, c'était Marcus Beau qui s'est plutôt bien débrouillé, je trouvais, en passe protection. Mais en fait, sur le blocking de course, ça avait l'air d'être un peu galère quand même. Bon, après, on avait face à nous une défense des Vikings où
qui était très agressive, alors que généralement les défenses en pré-saison, ils ont un peu tendance à lever le pied parce qu'ils veulent pas. Mais Brian Flores, lui, il s'en Voilà, fout. il a eu une 8 mecs devant ta O-line et c'est très difficile à lire ça. Non, et puis Brian Flores, il a une dent contre les Giants parce que tu sais toute l'histoire de les Giants voulaient Double plutôt que Flores. Enfin bref, mais ouais, le jeu de course, j'espère que ça va être un peu mieux sur les prochains matchs. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même, ça c'est quand même, il y a quand même eu des choses intéressantes. On n'a pas eu de course de 50 yards, mais il y a eu des choses intéressantes et en termes de schéma. Et de toute façon, ils vont pas dévoiler pendant la pré-saison ce qu'ils vont faire pendant la saison. Donc, dans tous les cas, c'est une version vanilla, comme disent les Américains, de ce qu'on verra pendant la saison. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, je me suis pas focalisé sur Maruinoa spécifiquement, mais ça avait l'air d'être très correct. Et de toute façon, de ce qu'on a vu au training camp, il a l'air d'être vraiment au top. Donc, on a une O-line en théorie qui devrait être une force quand même si tout le monde reste en bonne santé. Cette O-line devrait être une force de cette équipe. Je sais pas trop quoi penser de Maïnoa parce que j'ai lu quelques beatwriters, je sais plus qui, et il y avait pas Pat Leonard dans le tas. Je te dis ça au cas où tu dis à tous les coups c'est Pat Leonard, mais en fait il y en a quelques-uns qui ont dit Maïnoa galère. Mais il disait aussi, oui mais rappelez-vous que Andrew Thomas a galéré, Evan Neal a galéré. Alors l'un est devenu. L'un est devenu un All-Pro et l'autre, on sait ce qu'il est devenu, même si en fait en garde, il s'est pas trop mal démerdé sur ce match. Bon, je m'inquiète pas plus que ça pour Maïnoa. Je pense que ça fait partie du développement d'un rookie. Oui, unanimement quand même, ils avaient l'air de dire quand même que c'était, ça devrait bien se passer quand même dans son développement. En tout cas, ouais, non, je sais pas. Et puis en plus, il passe garde et il passe pas à tackle, donc ça lui laisse plus de marge et plus de facilité entre guillemets, même si évidemment, c'est quand même pas simple de jouer garde. Non, c'est clair. Ok, sur cette attaque, sur la défense, il y a eu aussi des choses intéressantes et beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, on a beaucoup parlé d'Arvel Reese. Arvel Reese, il a joué hier et il a commencé à faire des choses intéressantes. L'inquiétude de certains, c'est que ce poste de linebacker, c'est pas son poste où il a été le plus en vue quand il était en college. Et il a fait un peu de tout. Il a joué en edge, il a joué en linebacker. Nous, on sait qu'on va le faire jouer en linebacker. Quand même, globalement, c'est qu'il a l'air de bien comprendre et un comportement aussi, au niveau du comportement, a priori, c'est le mec, il ne dit rien. Oui, j'ai vu ça. Il écoute ce qu'on lui dit, c'est une éponge, il aspire tout ce qu'on lui dit, il fait tout ce qu'on lui demande, il fait au mieux et il n'est pas du tout en mode à faire le malin comme les DeAndre Baker et les mecs qu'on avait eu à l'époque, les first round qui arrivaient et qui parlaient et qui faisaient les beaux gosses alors qu'ils n'avaient rien fait du tout. Le mec, et puis en plus, quand tu le vois en interview, il a l'air d'être ultra, j'allais dire serein, mais c'est pas le bon terme, mais il raconte qu'il a signé son contrat, mais oui, il est resté, il a une voiture, il a un appartement, il a besoin de rien de plus, franchement, pour l'instant, machin. Enfin, il a l'air d'avoir vraiment la tête sur les épaules et ce genre de mec. Ouais. Alors que sur le terrain, il est ultra violent. Enfin, moi, j'adore, il nous faut ce genre de mec. Ouais, et ce que John Harbaugh a aussi dit, ou alors peut-être que c'était Denner Williams, je me rappelle plus, mais en tout cas, il y a un des coachs qui a dit, c'est un rookie, il fait une erreur, tu lui expliques son erreur, il ne la refera plus. Alors, est-ce que c'est que du blabla ou est-ce que mais en fait, c'est tellement unanime ce qu'on a entendu sur Arvel Reese, et d'ailleurs, je trouve que sa prestation en pré-saison est plutôt bonne, que je me dis qu'on est vraiment tombé sur un très bon gars. Et puis, tu as même des joueurs comme Jermaine Eluemunor qui dit, mais en fait, il est juste impressionnant et on est juste content de l'avoir de notre côté, quoi, parce que physiquement ça va être un monstre absolu, hein. Il y en a qui c'est Eluemunor qui a dit que c'était Robocop. Non, qui a dit que c'était Robocop? Ah, je sais plus. J'ai pas vu cette... Non, c'est un journaliste NFL qui a dit que c'était Robocop sur le terrain. Il a l'air d'avoir un physique. Il a l'air vraiment monstrueux pour le coup. Mais tant mieux. Si on a des linebackers monstrueux avec en plus le retour de McFadden. Il y a moyen de... Linebacker, je pense que je suis vraiment pas inquiet cette année. Là où je suis un peu plus inquiet, par contre, c'est sur la D-line, et on l'a vu hier, la D-line. Alors oui, il n'y avait pas notre D-line titulaire, mais ce qui est chiant, c'est quand même que les joueurs, ils vont devoir jouer. Un DJ Reader, il fait 50% des snaps, pas plus. Il va pas pouvoir être là tout le temps, et il est plus au niveau qu'il avait quand il était un peu plus jeune. Donc il va nous falloir du profondeur dans cette D-line, et pour l'instant, c'est quand même très très limité, j'ai l'impression. Ouais, non, c'est... C'était un peu l'inquiétude que tout le monde avait le jour où on s'est séparé de Dexter Lawrence. Ça va être un point faible. Apparemment, les Giants sont...
c'est ce que dit Joe Shane, mais il dit ah ouais, on discute avec des équipes pour voir s'ils ont du surplus et nous des besoins, vice versa. Mais ça fait partie du job d'un GM de tout le temps essayer de voir s'il y a des opportunités de trade. Donc peut-être que après quelques semaines, on se dira bon bah en fait on a une équipe qui est plutôt bonne, ça vaut le coup de perdre du capital de draft maintenant pour améliorer l'équipe et potentiellement aller en playoff. De toute façon, c'est toujours la même histoire. Si ton équipe donne des pics pour récupérer des joueurs, c'est que en fait, elle est bien positionnée pour aller en playoff et ils se disent c'est le moment d'investir pour faire un Super Bowl. Je dis pas qu'on va au Super Bowl, mais par contre, si ton équipe est en train de dire je me débarrasse de joueurs, style les Giants il y a quelques années quand ils se sont débarrassés de Leonard Williams, c'est qu'en fait on se dit ouais, il y a rien à tirer, on va récupérer du capital draft pour l'année suivante. Ouais. Ou alors le joueur demande à être tradé, comme ça a été le cas avec Dexter Lawrence, où là c'était mieux pour tout le monde, et puis on a récupéré 2 très bons joueurs, donc dans tous les cas ça valait le coup. Mais oui, cette D-line, alors oui, comme tu dis, il y a toujours possibilité, et on l'a vu sur les saisons précédentes, une fois qu'on fait le roster des 53, certaines équipes vont se séparer de joueurs qui dans ton équipe pourraient être titulaires parce que eux, par exemple, ils sont trop loadés au poste de defensive tackle. Moi, il y a 2 postes, je pense qu'il va falloir, sur lesquels on va devoir aller chercher des gens à l'extérieur. C'est defensive tackle. Il faudrait qu'on en récupère un qui peut être un remplaçant au moins serviable, qui passe pas pour un plot quand il est sur le terrain, et un cornerback. Cornerback, on l'avait fait il y a quelques saisons. Comment il s'appelait le mec qu'on avait été chercher comme ça, qui n'avait pas fait un roster et qui avait été titulaire direct chez nous et qui avait été bon là? Oui, je sais, il y avait Nick McLeod et il y avait l'autre il vient de re-signer chez les Redskins là, chez les Commanders. Je me souviens plus du nom de ce gars. Comment il s'appelait? Je vais te le dire. En fait, super surprise. Il avait fait une super saison chez nous, un cornerback. Bref. Fabien Moreau. Ah, Fabien Moreau, exactement, mec. Et ben lui, tu vois, ça c'était une très bonne surprise parce que je sais plus d'où il venait d'ailleurs. C'était pas les Jets, non, je sais plus. Bref. De là où il venait, il avait pas pu faire le roster parce qu'ils étaient peut-être trop bons à ce poste-là, ils avaient trop de monde et du coup ils se séparent de gars. C'est exactement ce qui peut se passer peut-être nous avec les wide receivers. Peut-être qu'on va laisser partir un mec qui dans une autre équipe serait potentiellement titulaire. Alors ce sera pas le cas, je pense, avec Odell Beckham, parce qu'Odell Beckham, je pense pas qu'il accepte de jouer dans une autre équipe quoi qu'il en soit a priori. Si on le met par exemple sur practice squad, il sera pas récupéré par quelqu'un d'autre parce que de toute façon lui jouera pas, il acceptera pas de jouer ailleurs. Mais ça arrivera à d'autres joueurs où tu les mets sur practice squad et puis en fait, je sais pas, un Juju Smith-Schuster, peut-être qu'il pourra faire le boulot chez quelqu'un d'autre. Donc voilà, nous on aurait cette potentialité-là d'aller chercher un defensive tackle et aller chercher un cornerback. Et je pense qu'on va avoir besoin parce que c'est 2 postes quand même où je me sens quand même assez léger encore à l'heure actuelle. Moi, c'est vraiment les 2 postes qui m'inquiètent le plus aujourd'hui. Ah ouais, non mais c'est clair, c'est nos principales faiblesses. Après, tu peux toujours t'améliorer à tous les postes. Mais, d'ailleurs, en parlant de cornerback, tu voulais parler de notre ami Deontay Banks. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on a entendu au training camp, c'est que Deontay Banks est en train de tout défoncer. Attends. Tu t'emportes, mon vieux. Je crois que tu t'emportes un peu. Non, je te dis pas que j'y crois, mais en gros, les beatwriters sont en train de dire ouais, Deontay Banks, il a joué 50% des snaps avec les titulaires, il a l'air d'être vachement à l'aise, de faire du trash talk sur le truc, il a une bonne attitude, etc. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce que ça y est, il a enfin fait le switch dans sa tête de bon, j'ai tout ce talent, faut que j'en fasse quelque chose. Personnellement, ça fait trop d'années que je suis déçu par Banks pour me dire, pour attendre quoi que ce soit de sa part. Et puis en fait, j'ai pas l'impression. Alors, il y a des gens qui disent que sur ce match, les arbitres étaient un peu sensibles au niveau des passes interférences. Oui, il y en a une, il se fait siffler, franchement, quand tu regardes le replay, tu te dis, je vois pas du tout ce qu'il a fait. Mais bon. Ouais, mais l'autre, par contre, elle était à mon sens justifiée. Je sais plus si c'était la première ou la deuxième, mais. Donc voilà, donc en fait, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Deontay Banks, ça y est, c'est la renaissance. Et je sais pas si. Le flip side de ce truc-là, c'est qu'on a Paulson Adebo qui est pas du tout au niveau, qui l'était pas l'an dernier et qui galère complètement là. Et il a été remplacé par Deontay Banks à certains moments. Donc malheureusement, Paulson Adebo pour l'instant, les mecs disent il a l'air perdu sur le terrain, quoi. Il fait pas les bons choix, il fait pas vraiment où il est.
L'an dernier, il n'a vraiment pas été au niveau. Rappelle-toi, il n'avait pas été là cette année quand il y avait eu les entraînements qui étaient pas obligatoires. Là, je ne sais plus lesquels c'était, mais c'était le seul joueur qui ne s'était pas présenté, c'était lui. Je ne sais pas ce qui se passe avec Adebo, mais ça, c'est pas bon parce que c'était censé être notre cornerback 1. Et là, on est vraiment léger. On n'a que des cornerbacks de seconde zone, quoi. On n'a pas de mec titulaire en puissance. Et d'ailleurs, ça permet de faire relativiser un peu ce qu'on entend dire sur Banks, parce que Oui. y a eu un beat writer qui a dit c'est pas que Banks est nécessairement excellent, c'est qu'il est juste meilleur qu'un Adebo qui galère complètement. Et d'ailleurs, Adebo, on le rappelle, ne s'est pas pointé aux entraînements volontaires en début d'intersaison alors que tout le monde était là. Donc il est arrivé dans des mauvaises conditions avec ce coaching staff qui essaie où tu as un coach qui a dit nous on veut des mecs qui sont axés sur le football, qui adorent le football et qui vont parler que football, et si vous n'aimez pas le football, vous pouvez aller voir ailleurs. Donc pour Adebo, je dis pas qu'il va se faire virer parce qu'il a un gros contrat, mais ça remet un peu en danger ça met en danger son positionnement de titulaire. Et ce qu'on a aussi beaucoup entendu dire de la part des beatwriters, c'est que du coup Banks ou Adebo étaient pas mal visés par les quarterbacks adverses, probablement parce que les quarterbacks adverses voyaient plus d'opportunités de ce côté-là du terrain, tandis qu'un Greg Newsome a fait un camp plutôt discret où justement il était peu visé parce que les attaques se concentraient sur Banks et Adebo. Est-ce que c'est tout simplement parce que Banks et Adebo ne sont pas suffisamment bons pour couvrir leurs receveurs? C'est peut-être ça aussi. Il faut bien se rendre compte que dans un training camp, quand il y a quelque chose qui se passe bien d'un côté, c'est probablement parce que de l'autre côté, ça se passe mal aussi. Ouais. Donc, et on peut pas avoir ça c'est impossible parce que c'est le sport qui veut ça. Tu peux pas avoir une attaque qui éclate tout et une défense qui éclate tout en même temps. C'est pas possible. Il y a forcément un qui est dominé par rapport à l'autre, ou alors c'est even et il se passe rien. Mais il y a forcément, ces retours-là qu'on a. Donc on verra bien. Mais oui, c'est un peu inquiétant, moi en tout cas, cette histoire d'Adebo, ça me fait un peu chier. On verra ce qu'il en est au moment de la saison régulière. Je pense que dès le premier match, on saura très vite, mais malheureusement, au premier match, on rencontre les Cowboys, et les Cowboys, leur point fort, c'est leur receveur. Donc, ça arrive de piquer sur ce premier match, et beaucoup nous voient déjà à 0-2, et ce serait pas illogique qu'on commence. Je crois qu'on fait Cowboys après Rams. Quand on voit ce qui nous attend, ça va être compliqué, les deux premiers matchs. Ouais, écoute, c'est comme ça. Pas grand-chose. Enfin, on n'est pas à l'abri d'une surprise pour un match de division. Mais c'est sûr que quand tu mets George Pickens et CeeDee Lamb face à nos cornerbacks, ça fait pas rêver. Ouais. Ça fait pas rêver. Il va falloir que le match soit au rendez-vous. Exactement, j'allais dire ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, en pass rush, j'avais oublié que Carter avait changé de numéro. Et en fait, j'ai passé 3 secondes à me dire mais c'est qui numéro 3? Mais pourquoi est-ce que Deontay Banks est en train de... Parce que Deontay Banks avait le numéro 3. Et alors, je trouve ça complètement dommage, parce que je trouvais que en plus le 51 allait bien à Carter, mais bon, voilà, c'est une triste histoire. Oui, le 51, ça allait bien, je suis d'accord, c'était bien. Moi aussi, je suis un peu triste, mais bon, on va s'y habituer. Deontay Banks, il est passé numéro 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, depuis quelques années, là. Numéro 0, Malachi Fields baisse la tête, il est 0. Ouais, pardon. Il va pas pouvoir le garder longtemps, son numéro 0, parce qu'en pré-saison, tu peux avoir 2 fois le même numéro sur le terrain, ou au moins une fois en attaque, une fois en défense, et là, ça va pas fonctionner pour Brian Burns, il va pas lui donner son numéro. Donc il va falloir qu'il trouve un autre numéro, mais ça se fera quand ils auront le roster final. Mais oui, pour revenir sur ce pass rush, en tout cas, Brian Burns n'a pas joué sur ce match. On a vu un petit peu Abdul Carter qui a fait moi j'en ai vu qu'une, mais une très belle action où il prend l'extérieur et il bloque bien son O-line, ce qui empêche le running back de passer, ce qui permet à Harvey Reed de venir faire le plaquage. C'est une action idéale, c'est exactement comme ça que ça doit se passer quand tu as une course off-tackle sur l'extérieur. Donc là, ça s'était très bien passé. Apparemment, Abdul Carter, il est vraiment en forme et il montre plein de bonnes choses et il est très disruptif. Le seul problème, et c'est ce qu'il évoquait hier d'ailleurs dans les commentaires pendant le match, c'est que si on n'est pas capable d'arrêter la course, on va pas avoir de jeu de passe où notre pass rush va pouvoir s'illustrer, parce que il n'y aura pas de passe potentiellement longue, de troisième et longue, où on est quasi sûr que ce sera un jeu de passe. Et donc, en fait, ce pass rush, il va servir à rien. Donc, à un moment donné, c'est complementary football, tu peux réussir des choses seulement si une autre phase de jeu marche aussi. Donc, il va falloir qu'on réussisse à arrêter cette course si on veut que notre pass rush fasse quelque chose. Yeah, non, tout à fait.
Bah écoute, sur le pass rush, on verra rien de très. Enfin, ça va pas être. La pré-saison en tout cas. Exactement, parce que comme tu l'as dit, c'est vanilla defense. Ouais. Et puis là, ce qui est surtout important, c'est que des gars comme Burns et compagnie, je pense qu'on le verra à un moment sur le terrain parce qu'il faut aussi qu'ils se mettent qu'ils s'échauffent, qu'ils se mettent dans le groove, etc. Qu'ils aient du live action plutôt que juste des répétitions contre leurs coéquipiers. Ouais. Mais on veut avoir des joueurs qui soient frais pour la saison régulière. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, contre une équipe comme les Cowboys, à défaut d'avoir des defensive backs qui sont capables de couvrir les receveurs, on peut avoir un pass rush, pardon, qui empêche le quarterback d'envoyer le ballon dans de bonnes conditions. Ouais. Et Denard Wilson quand même a l'air de faire des défenses qui sont déguisées avec des joueurs qui blitzent d'endroits un petit peu incongrus, etc. Ce qu'il n'a pas trop montré là, et je pense on va pas dévoiler nos plans de jeu dès maintenant, donc on fait des choses assez basiques, mais ça reste la pré-saison. Là, comme tu disais, les Vikings, eux, ils sont pas gênés pour envoyer des trucs complètement exotiques et ça leur posait pas de problème. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a oublié sur cette défense? Je crois pas, on a un peu tout dit. Juste pendant le match de pré-saison, on s'est quand même fait rouler dessus à la course. Ouais. Mais on l'a évoqué que notre D-line pour l'instant c'était galère. Ouais. Donc non, mais sinon on a fait le tour. On a fait le tour. Special Teams, alors malheureusement, alors j'ai juste un truc à dire sur Jordan Stout, donc qui a fait plusieurs punts. Donc il a pu s'illustrer. Premier punt catastrophique, mec. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais il a chié un truc de 12 yards et demi, là, un pet vieille qui a à peine décollé de son pied. Je me suis dit oh là là, putain, on récupère un punter All Pro et voilà ce qu'il nous fait. Et après derrière tout le match, ça a été des énormes coups de pied où il a renvoyé les mecs à l'autre bout du terrain. Enfin, voilà, ça a été une belle illustration de ce qu'il est capable de faire, et avec des hang time qui sont vraiment intéressants, qui laissent le temps au plaqueur d'arriver jusqu'au porteur du ballon. Enfin voilà, ça va nous changer la vie, je pense. Mais ce premier coup de pied, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et finalement, bon, c'est vite remis. Ouais. En début de training camp, apparemment, il faisait pas beaucoup de kicks, Stout, de ce que j'avais. Non, il n'était pas blessé, mais les punters et les kickers pendant le training camp, ils doivent se faire chier. Ils font toujours pareil, en fait, les mecs. Ouais, de toute façon, c'est ça. Et puis après, j'ai pas fait attention aux kickers sur le match là. Comment ça a tourné. Ouais. En fait, c'était Ben Sauls sur la première mi-temps et c'était Zvada sur la deuxième. Donc première mi-temps, Ben Sauls a fait 2 engagements. Alors les engagements sont déjà importants, hein, ça s'est très bien passé. Il a envoyé la balle juste avant la end zone, donc ça c'est exactement ce qu'il faut faire. Et il a eu un field goal juste avant la mi-temps de je sais plus 30 et quelques yards qu'il a passé sans problème. Et ensuite c'était à Zvada de prendre la suite. Zvada a fait un engagement et après il a rien fait puisqu'on n'a eu aucune occasion pour aller faire des field goals vu que notre QB3 a fait 2 interceptions et qu'il s'est rien passé. Donc malheureusement Dominique Zvada, le rookie, n'a rien fait. Par contre, j'ai vu les stats. Il y a des gens il y a des forcenés qui prennent les stats de tout ce qui se passe dans le training camp. Ils ont pris les stats du nombre de kicks réussis, du pourcentage, et Zvada est assez largement devant pour l'instant. Et surtout, a priori, il a une plus grosse jambe que Sauls et il est capable de mettre des field goals de plus de 50 yards de manière plus régulière. C'est une question que j'ai entendue dans un podcast et je vais te la poser. Est-ce que tu préfères avoir un mec qui est moins régulier mais qui peut mettre des kicks de plus loin, ou est-ce que tu préfères avoir un mec qui est plus régulier en dessous des 50 yards mais qui au-delà de 50 yards ne sait rien faire? Je dirais je préfère avoir un mec qui est plus régulier. Ok, ouais, moi j'ai pensé pareil. Dans le podcast que j'ai écouté, il disait l'inverse, mais moi je suis d'accord avec toi, j'aurais pris ça aussi. Parce que le mec qui peut taper de plus loin, il peut te sauver la mise sur un match. Par contre, il peut t'en faire perdre plus, je pense. Exactement, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus frustrant qu'un mec qui va te louper un extra point alors que c'est censé être... C'est quoi, c'est 35 yards un extra point? Je sais plus. Mais Zvada a l'air d'être quand même au-dessus sur un peu tout. Hein, donc je pense qu'il a l'avantage pour l'instant. On verra. Okay. À mon avis, si on met un Ben Sauls sur Practice Squad, il y a de chances qu'il soit récupéré potentiellement. Je sais pas. Si on pouvait juste éviter d'avoir les mêmes problèmes de kicker que ces 2-3 dernières années, ça... On a été vernis à ce niveau-là. C'était quand même un sacré cirque, cette histoire. Là, j'espère bien que ça se passe pas comme ça parce que c'était vraiment ridicule.
Ouais, non, bon voilà, et puis tiens, long snapper, sujet extrêmement important, ça c'est bien passé côté long snapper. Donc voilà, c'est un rookie, puisqu'on n'a pas re-signé ce fameux long snapper qu'on avait depuis des années. C'était qui déjà? Non, c'était pas DOC c'était il y a 1000 ans. Non, DOC c'était il y a longtemps, tiens, j'ai déjà oublié son nom. Il était bon, hein, il est parti. C'est un peu ton truc, toi, c'est. Ouais, de connaître les joueurs un peu obscurs. Connaître les long snappers depuis 1924, c'est ton truc. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, je me rappelle, je fais un peu Papy Castor, raconte-nous une histoire. En 2008, il y avait un match, il me semble que c'est un match de décembre ou peut-être de playoff des Steelers. C'était à l'époque où en fait j'étais étudiant et je pouvais regarder 15 matchs par semaine. Et en fait, il y a un match où les Steelers ont perdu. Il me semble que d'ailleurs c'était un Steelers-Ravens. Les Steelers ont perdu leur long snapper et ils ont fait rentrer un autre gars au moment du match et c'était catastrophique. Et les commentateurs disaient ouais bah voilà le long snapper, personne n'en parle jusqu'au moment où en fait il fait une connerie et là tout le monde fait attention à ça. Et ça c'est un peu aussi comme Matt Dodge et le punter. J'en avais rien à foutre des punts jusqu'à ce que je vois Matt Dodge envoyer ce ballon à Deshaun Jackson et puis on perd ce match contre les Eagles. Donc c'est pour ça que ça reste dans ma mémoire un peu plus longtemps. Il est terrorisé, il dort plus la nuit, il pense au punter, il pense à Matt Dodge, il tourne en rond dans son lit, il se lève la nuit. Non. Ah mon Dieu. Non, en plus, moi, je parle pendant mon sommeil, je vous raconte un peu ma vie, hein, et ma copine l'autre jour m'a dit encore que je parlais, mais je parle pas de NFL en ce moment. Je parlais de poisson. Est-ce que tu parles en français ou est-ce que tu parles en anglais quand tu fais tes rêves? Ça dépend. Parfois, je parle dans aucune langue qui soit compréhensible du commun des mortels. Toi, tu peux pas dire trop de bêtises, ça pourrait comprendre. Ouais, tu sais, j'en dis déjà quand je suis réveillé, donc on va se calmer quand je dors. On a donc 2 prochains matchs qui vont tomber. On a les Jets et les Dolphins, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ensuite, il y a une semaine où il ne se passe rien. Et ensuite, la saison régulière commence. Donc, avec notre premier match contre les Cowboys à 2h20 du matin. Donc, on a regardé, on a Cowboys-Rams qui sont 2 matchs en pleine nuit. Et le premier match, c'est fin septembre, c'est contre les Titans qui sera à 19h. Donc, voilà, on va attendre un peu avant d'avoir un match dans des conditions potables pour nous. Mais voilà le programme pour les semaines à venir. On fera un podcast du coup semaine prochaine pour débriefer de ce deuxième match de pré-saison et voir ce qui s'est dit entre temps, s'il s'est passé des choses. Et puis voilà, merci Thiergo. Avec plaisir. De nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, partager un maximum. On a besoin de tout votre soutien Genki Dama pour les Giants cette année. À très bientôt tout le monde. Salut. Ciao.